Reportage, le magazine de la rédaction d'i24 News. C'était un soir de novembre à Tel Aviv, il y a 20 ans. Une foule rassemblée pour la paix, pour soutenir l'un de ces hommes capables de faire basculer l'histoire. Un soir d'espoir qui, en quelques secondes, se transforme en cauchemar collectif. 3 balles tirées à bout portant. Yitzhak Rabin, le Premier ministre qui a signé les accords d'Oslo, le récent prix Nobel de la paix, tombe sous les balles d'un juif israélien d'extrême droite. Le traumatisme est terrible, une fracture dans le destin d'un peuple, d'un pays, mais aussi une fêlure intime pour chaque Israélien. À travers le récit exceptionnel des proches de Rabin et de Noah, sa petite fille, mais aussi des souvenirs de simples citoyens marqués à jamais par le choc de cet assassinat, notre journaliste nous replonge au cœur de cette nuit terrible. On a tiré sur Rabin. C'est un reportage de Yael Gatton pour i24 News. C'est le plateau du Golan qui s'étend à 10 km au sud et 60 km au nord. Il domine Israël, ses sources d'eau, ses montagnes et les localités en bas. Et si on ne s'était pas battu pour le Golan, l'État islamique se serait installé ici. Le Rav Yuval Sherlo enseignait à la yeshiva du plateau du Golan dans les années 90, quand le Premier ministre Yitzhak Rabin, son héros d'enfance, l'instigateur de la guerre des 6 jours, s'est dit en faveur de l'abandon de cette région stratégique dans le cadre d'un accord futur avec la Syrie. Ça semblait être une politique folle. C'est fou de quitter le Golan. De tout point de vue. Depuis le point de vue sioniste de la terre d'Israël, en passant par les sources d'eau, les accords internationaux, les risques pour Israël, ça semblait complètement fou de nous arracher d'ici, c'était impensable. Je me souviens être allé manifester devant la maison de Rabin à Ramat Aviv. C'était une manifestation vraiment frénétique, déchaînée. Je sentais qu'il était légitime de protester de toutes mes forces en face de chez lui. Là-bas, les gens criaient, s'activaient, protestaient en restant dans le cadre légal. Mais ce n'était pas une manifestation calme, c'était une manifestation très passionnée. Et qu'avez-vous crié? Je ne m'en souviens pas très bien, mais je crois que les cris allant des simples slogans contre l'évacuation du Golan et jusqu'à peut-être des menaces personnelles contre sa personne. Mais je ne m'en souviens pas. Mais l'histoire, elle, se souvient. En 1993, Rabin changea le cours de l'histoire. Pour la première fois, un chef d'État israélien négocie directement avec un dirigeant de l'OLP. À la suite de l'accord d'Oslo, Rabin reçoit le prix Nobel de la paix avec ses partenaires du processus, Shimon Peres et le leader palestinien Yasser Arafat. Fin 1994, Israël parvient à un accord avec la Jordanie. Une avancée dans les discussions avec les Palestiniens et les pourparlers de paix avec la Syrie semblent imminentes. Le rêve d'un nouveau Moyen-Orient semble plus proche que jamais. L'utopie se heurte à la violence des activistes. Des extrémistes juifs et palestiniens mènent des actes terroristes contre le camp opposé à mesure que les négociations avancent. L'opposition de Rabin est déterminée. L'idée de céder une partie de la Terre Sainte est pour certains inconcevable. Il menace de déchirer la société israélienne. J'étais un Français vivant en partie en Israël qui s'occupait activement d'aider les Israéliens à réaliser la paix. Je sais exactement à quel moment j'ai pris la responsabilité d'essayer de faire ce rallye. C'était en regardant à la télévision une manifestation qui m'a terriblement choqué. Il y avait, je crois que c'était au Square Sion, à Jérusalem, et Netanyahou faisait un discours, et il y avait
un grand panneau qui représentait Rabin déguisé en SS. L'idée que le Premier ministre pouvait être représenté comme un SS m'a rendu fou de rage. Là, j'ai décidé qu'il fallait faire quelque chose qui démontre que le peuple soutenait Rabin et qu'il soutenait la paix. Ce samedi-là, on attendait la manifestation avec impatience. Ça faisait des mois que la rue était abandonnée à l'opposition. Et tout d'un coup, le camp de la lumière se rassemblait. Je me souviens de Rabin sur cette estrade. Et quand il est monté au podium, il a contemplé la foule. Il a vu plus de 150 000 personnes venues remplir la place et les rues alentours. Et là, j'ai vu son étonnement. Et il a levé les bras comme ça, il a fait... Et là, c'est la première fois qu'il a compris que le peuple vraiment l'aimait, le soutenait. Nous étions dans le public, en plein milieu, là où c'est le plus bondé et où on ne voit rien. Jonathan m'a fait monter sur ses épaules parce que je ne voyais rien. Il y avait un accord entre nous que durant le rallye, il obéirait à tout ce qu'on demanderait. Je lui sors un papier qui était la chanson que j'avais préparée et je lui dis, écoute, remonte sur le podium et va chanter avec tout le monde. Et moi, chanter, je ne sais pas chanter. Il a fredonné au micro les paroles de la chanson. C'était tout simplement incroyable. Il était très rare qu'il ouvre la bouche pour chanter. Il chantait très faux en plus. Il a chanté, Shimon Peres a chanté. Tous ceux qui étaient présents sur la scène ont chanté l'hymne à la paix. Quand ça s'est terminé, il a serré la main de notre caméraman. Il a serré la main de tous ceux qui étaient sur la scène et il a descendu les escaliers. Moi, je suis rentré chez moi. Je suis rentrée chez moi, j'allais mettre la clé dans la serrure, mais la porte s'est ouverte de l'intérieur. Samedi soir, je suis avec un groupe de 20 ou 30 élèves. On étudiait la Torah quand tout d'un coup, mon plus jeune fils, qui devait avoir 8 ans, est arrivé en courant. Jonathan était là, mais on n'aurait pas dit qu'on venait de se quitter. Il était livide. Il me fait signe de ne rien dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tiré sur Rabin, ils ont tiré sur Rabin. Bonsoir à tous depuis nos studios à Jérusalem. Nous venons de l'apprendre il y a une demi-heure après un rassemblement de solidarité à Tel Aviv. Le Premier ministre Yitzhak Rabin a été victime d'une tentative d'assassinat. L'homme qui a tiré sur le Premier ministre est Yigal Amir d'Herzliya, un célibataire âgé de 26 ans. D'après nos informations, il était proche du mouvement Eyal d'extrême droite. Je me souviens de tout ce que j'ai dit au présentateur. Le présentateur en studio était Yaakov Elon. Je lui ai dit « Yaakov, cela fait des années que je travaille dans le journalisme, Yaakov. Jamais je ne me serais imaginé que je vous annoncerais ça. Je ne m'imaginais pas, mais c'est ce que nous avons appris ici. Toute cette agitation derrière moi. Toute cette agitation derrière moi, c'est sans importance. Sans importance. Shimon Sheves est sorti, il m'a attrapé et il m'a murmuré à l'oreille. C'est fini. Il est parti.
Ensuite, toute cette saga a commencé, cette séparation ou cette cérémonie. C'était très étrange parce que ça se déroulait comme par soi-même. Plus les minutes passaient, car ce n'étaient que des minutes qui semblaient durer des heures. Mais ce n'étaient que des minutes au cours desquelles la vie a changé, dans les petits détails. Par exemple, tout le monde fumait, et même les enfants fumaient devant les parents. Ce sont des petites choses, mais pour moi, cette nuit-là, nous avions cessé d'être des enfants. C'est un rare moment de convergence entre sa propre vie privée et sa vie de citoyen. Avec le sentiment que le seul maître à bord a disparu à jamais. Repose en paix. Pense à nous. Languis-toi de nous. Parce que nous, ici-bas, t'aimons très fort. Ma grand-mère a demandé à entrer le voir. C'était clair que nous entrerions tous. Et nous sommes entrés. Je me souviens l'avoir embrassée. Je me souviens que mon grand-père semblait dormir, soulagé. Il avait le visage serein. Il ne sentait pas la douleur. Il n'avait pas mal. C'était un moment de consolation cette nuit-là. Le sentiment qu'il était parti serein. Cette offense d'avoir été tué par derrière. Un leader qui toute sa vie a fait front, à main nue. De savoir qu'il n'a pas su qu'il était mort de cette façon, du moins je l'espère, ça m'a donné beaucoup de force pour les premiers jours et les premières années. Ce qui a changé chez moi, Je pense que je ne suis plus le même homme qu'avant le meurtre. Je suis devenu un homme plus triste. Après ça, j'étais beaucoup moins optimiste sur l'espèce humaine. j'ai ressenti une honte, une profonde honte d'appartenir à un peuple où on tue un Premier ministre. On ne peut pas passer ça sous silence, on ne peut plus rester de côté. Peu après l'assassinat de Rabin, Sherlock quitte le plateau du Golan et fonde Tzohar, une organisation qui crée un pont en Israël entre juifs religieux et laïcs. Il devient une figure centrale de la communauté religieuse sioniste du pays. Sherlock et ses étudiants célèbrent la fête juive de Sukkot. Ces jeunes appartiennent à une autre génération, une génération qui n'a pas connu Rabin. Cette année, Israël marque le 19e anniversaire de ce meurtre. La paix avec la Syrie n'est plus qu'un rêve lointain. Et encore récemment, un nouveau cycle de violence face aux Palestiniens fait couler le sang. L'atmosphère, quant à elle, semble parfois proche de celle de l'époque, peut-être même avec cette nouvelle génération qui utilise les médias sociaux comme porte-voix. C'est-elle aggravée? Nous n'avons pas retenu la leçon. L'incitation continue. Jusqu'à ce jour, je pense que le meurtre de Rabin n'a fait que faire franchir un cran, que le prochain assassinat politique en Israël n'est qu'une question de temps. Personnellement, je n'en ai aucun doute. Personne d'autre n'a assumé publiquement sa responsabilité. Personne n'a affiché sa faute, non pas pour s'accabler personnellement, mais pour reconnaître les ravages infligés à la démocratie, l'injustice. Ce meurtre a changé la face de la démocratie israélienne à tout jamais. 6 mois plus tard, ce climat s'est traduit aux urnes par un changement réel.
Et dans ce sens, l'assassin a gagné. Bien sûr que je suis en colère. Comment ne pas être en colère? Comment ne pas être en colère? Les Juifs sont quand même plus intelligents que simplement de continuer dans cette voie qui ne mène nulle part. J'ai confiance dans le sens de la vie du peuple juif. Je chante encore cette chanson. Mais en général, pour les cérémonies de commémoration, en son souvenir. Peut-être aussi en souvenir de la paix. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de reportage. Des sujets hors du commun, des images inédites, des histoires humaines tournées par nos équipes au Moyen-Orient et dans le monde. C'est chaque semaine dans Reportage, le magazine de la rédaction d'i24 News.